Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique d'un étudiant investisseur. Parce qu'investir quand on est étudiant, c'est possible et recommandé, je m'exprime autour de l'investissement immobilier, de l'entrepreneuriat et de l'épanouissement en général. Je suis vraiment ravi de partager avec toi ce premier podcast qui marque le début d'une longue série. Permets-moi, avant de commencer, deux choses. Un, de te tutoyer, car je veux instaurer un espace intime dans ce podcast, que l'on puisse se parler comme si l'on était en face à face. Et deux, que je puisse me présenter rapidement pour ce premier épisode, que tu comprennes un peu plus en profondeur qui je suis et pourquoi je fais cela. Je m'appelle Grégoire Plot, je suis actuellement étudiant en Master 2 de sciences cognitives et j'étudie depuis 6 ans maintenant. Donc je reviendrai plus en détail sur mon parcours et en plus de cela, je suis donc investisseur immobilier, en tout cas j'apprends et j'évolue dans cette voie-là et je m'intéresse également à toutes les questions d'entrepreneuriat et d'épanouissement. Donc j'ai commencé les études après le bac, donc j'ai mon bac en 2016 et j'ai fait une première année en prépa intégrée pour rejoindre une école d'ingénieur. Et cette prépa intégrée, ça m'a pas vraiment convenu. Donc j'ai fini par me réorienter après un an un petit peu de galère, vraiment difficile pour moi cette année-là. Et donc j'ai pris la décision de me réorienter vers un parcours où on avait un peu plus de pratique et où on avait également un aspect humain qui me manquait vraiment quand j'étais en prépa, où c'était vraiment très scientifique. Car je suis d'une filière S, donc pour moi c'était la prépa, l'école d'ingénieur. Et finalement, ça ne m'a pas convenu. Et je me suis orienté donc en sciences cognitives, une licence qui s'appelle MIH, mathématiques et informatique appliquée aux sciences humaines et sociales, et où il y avait même un côté biologie, neurologie, que je trouvais très intéressant. C'était pas seulement des maths et de l'informatique, mais il y avait vraiment un aspect humain, compréhension de l'humain autour des maths et de l'informatique qui m'a vraiment, vraiment plu. Et donc j'ai fait licence 1, licence 2, licence 3, master 1, master 2, et donc là je suis actuellement en master 2 en alternance en même temps. Donc depuis le master 1, ça c'est une vraie chance. Je peux suivre donc un mois sur deux. Je travaille dans une entreprise, dans une start-up, dans la e-santé qui produit des logiciels pour l'hôpital. Et donc j'ai un rôle d'UX designer. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc designer d'expérience utilisateur. Je vais m'occuper de tout ce qui est entretien avec les utilisateurs, essayer de comprendre leurs besoins pour les retranscrire dans un design, dans un prototypage d'application qui va être cohérent avec ce dont ils ont besoin. C'est l'idée de dire que le patron ou les développeurs ne savent pas forcément ce dont a besoin l'utilisateur et le seul qui sait ce dont il a besoin, c'est l'utilisateur lui-même. Donc on va le mettre au centre de notre démarche, une démarche centrée utilisateur, pour que ce soit ses besoins qui se retranscrivent dans l'application avec des fonctionnalités précises, avec un design précis. Et donc j'effectue ce rôle-là au sein de cette startup et ça me plaît plutôt bien. Donc voilà pour mon parcours étudiant. Vous allez voir qu'on va y revenir de toute façon, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Après moi de mon côté, comme je vous ai dit, je commence à investir en immobilier. Donc je suis marié également avec mon épouse Charlotte. Et donc nous investissons principalement à deux. Et j'entreprends en même temps sur mon temps libre, le temps libre qui me reste, avec un ami à moi, Thibaut, dont on reparlera également. Et donc là, on va plus être sur la création de sites web, d'applications pour répondre à des besoins qu'on va pouvoir mettre en ligne, ou alors parfois ça va être pour des personnes qui nous demandent. Et notamment, on a créé un simulateur immobilier, rentatest.fr, vous pouvez aller voir. C'est un simulateur pour calculer son rendement locatif qui est donc 100% gratuit, sans inscription, très intuitif, où justement j'ai utilisé tout le domaine, tout mon apprentissage sur l'UX, sur l'expérience utilisateur, pour vraiment créer un simulateur qui répond aux besoins des investisseurs, puisque nous sommes nous-mêmes investisseurs et nous le mettons à disposition des investisseurs. Donc voilà, là je pense que vous avez une overview un peu plus complète de mon personnage. Et je pense que c'était important de faire cette petite digression pour commencer. Une autre chose aussi que je peux rajouter, c'est que je suis papa depuis le 14 décembre 2020, donc depuis plus d'un an, pour mon plus grand bonheur. Et donc vous allez voir que ça va être aussi une partie assez importante, parce que voilà, mon souhait à travers ce podcast, c'est de montrer qu'on peut être étudiant et que pourtant on peut réussir à trouver du temps pour investir, pour entreprendre, pour monter des projets personnels et pour s'épanouir dans sa vie en général. Et moi, si j'ai réussi à m'épanouir, à créer des choses, alors que j'étais en alternance, donc pour ceux qui le savent, en alternance, on a 5 semaines de congés payés par an, donc on a beaucoup moins de vacances que quelqu'un qui ne serait pas en alternance ou quelqu'un qui serait dans un cursus normal, c'est 5 semaines à poser.
Donc, il n'y a pas beaucoup de temps à ce niveau-là. On peut aussi croire qu'en étant papa, on va avoir beaucoup moins de temps. Et c'est peut-être le cas, j'y reviendrai dans cet épisode. Tout ça pour dire que il y a des gens comme moi qui ont même encore plus de choses que moi et qui arrivent à se libérer du temps pour monter leur projet, pour investir, pour entreprendre. Donc je veux vous montrer, c'est l'esprit de ce podcast, que oui, c'est possible, c'est même nécessaire, et on va y revenir, d'investir quand on est étudiant. J'entends trop de personnes autour de moi qui me disent moi j'aimerais bien investir, j'y ai toujours pensé, mais ça sera quand je serai en CDI, ou alors je laisse passer mes études et je le ferai par la suite, ou alors quand je serai marié, ou alors quand je posséderai ma résidence principale, je ne sais pas, j'entends trop de choses autour de moi. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur de dire non. C'est à partir de maintenant que tu mets en place ces actions pour ton futur. Arrête de toujours remettre à demain. Tu crois que tu auras plus de temps plus tard, ce n'est pas le cas. Tu crois que tu auras plus d'argent plus tard, c'est peut-être le cas, mais ce n'est pas ça qui fera que tu passeras cette première marche, cette toute petite marche qui consiste à dire je commence maintenant, je me forme et je passe à l'action. Donc voilà, je pense que c'est un bon résumé de tout ce qu'on va essayer d'aborder dans ce podcast. Vous encourager à passer à l'action, vous encourager à faire ce qui est bon pour vous, à faire ce qui est bon pour votre futur, en gardant à l'idée que le but principal, c'est l'épanouissement, c'est votre bonheur personnel et pas autre chose. Donc tout de suite, on va passer un peu sur le sujet de ce premier podcast, et je trouvais que justement, il y avait toutes des questions de gestion du temps, de passage à l'action qui sont importantes quand on est étudiant. Donc je vais un peu aborder ces sujets-là aujourd'hui. Donc la partie de gestion du temps, comment on fait pour gérer son temps, comment on fait quand on me dit j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça, les visites immobilières ça prend trop de temps, la bourse j'ai pas le temps de me former, et c'est des choses que j'entends tous les jours parce que j'ai cette tendance-là à toujours aller vouloir expliquer aux gens ce que je fais et pourquoi ils devraient le faire aussi. C'est peut-être un peu maximaliste de temps en temps, c'est en tout cas comme ça que je suis constitué, et j'ai eu des tonnes et des tonnes de retours de personnes qui me disent qu'ils n'ont pas le temps. Donc, je voulais juste clarifier ça. Il faut vraiment l'entendre. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'envie. Le problème, ce n'est pas que vous n'avez pas le temps. Le problème, c'est que vous n'avez pas l'envie, ou du moins, vous n'avez pas envie de prioriser cette chose par rapport à une autre. Et je pense que toute la question est là, et c'est important de l'avoir en tête. C'est que si, par exemple, on prend la lecture. Moi, j'aime beaucoup lire. Je lis assez vite depuis que je suis tout petit, donc je ne lis pas énormément. Mais quand il y a un livre qui m'intéresse, je vais pouvoir le lire très vite. C'est une soirée ou 2 soirées. Voilà, ça peut se passer comme ça. Et parfois, du coup, je partage mes lectures avec d'autres personnes et je dis tiens, tu devrais le lire. Et on me répond j'ai pas le temps de lire. Je n'ai pas le temps de lire. Je pense que c'est vraiment peut-être un biais cognitif pour se rassurer, de se donner tout le temps comme excuse le temps. Parce que finalement, c'est plus simple, plutôt que de dire je n'en ai pas l'envie ou je n'ai pas envie de prendre le temps de me former, c'est peut-être plutôt ça. Je n'ai pas envie de prendre ce temps-là dans ma journée pour me former ou pour lire ce livre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si demain, moi je vous dis, je vous donne 1 million d'euros, si tu arrives à me finir ce livre-là, je suis sûr que vous allez annuler tout ce que vous faisiez d'habitude et vous allez lire ce livre. Donc on voit bien que c'est une question de priorité. Et finalement, gérer son temps, c'est pas plus compliqué que de mettre des priorités et de dire pour moi, ça c'est plus important. Et ça passe en secondaire. Je suis le premier à adorer regarder des séries Netflix ou à jouer aux jeux vidéo. D'ailleurs, à l'époque, notamment dans l'année où j'étais en prépa, je pouvais passer plusieurs heures par jour. Je rentrais peut-être à 18h, je m'y mettais à 19h et je finissais à 2h du matin. Donc j'étais le premier à être vraiment presque dans une boulimie de jeux vidéo où j'enchaînais les parties. Je jouais à Counter-Strike à l'époque, pour ceux qui connaissent. Donc j'enchaînais. Et forcément, je n'avais pas du temps pour m'épanouir, pour faire d'autres projets. Mais c'était plutôt l'envie qui me manquait. Parce que je décidais de mettre en priorité dans ma vie ces jeux vidéo. Ce temps que je prenais donc comme effectivement un loisir, qui effectivement était un loisir, qui me permettait de penser à autre chose. Mais vous comprenez bien que quand on joue 7 heures par jour à un jeu vidéo, on ne peut pas vouloir les mêmes résultats que quelqu'un qui choisirait pendant ces 7 heures-là de se former, d'investir, d'entreprendre. C'est obligé. C'est une question, il y a énormément de paraboles, je pense que vous les connaissez, c'est énormément repris dans le développement personnel. Les questions on a des vases communicants dans la vie, on a notre vase relation amicale, relation amoureuse, notre vase par exemple professionnel ou notre vase étudiant, notre vase, voilà, forcément tout ce qui va être manger, dormir, et puis tout ce temps qu'on va avoir à disposition. Et si on veut par exemple faire augmenter notre vase donc, de l'entrepreneuriat, on va devoir vider un autre vase, parce qu'on a tous 24 heures dans une journée. On est tous faits de la même manière.
Et si on veut à un moment avoir des résultats, il n'y a pas d'autre choix que de prioriser. Choisir, c'est renoncer. Oui, c'est ça, cette phrase. Choisir, c'est renoncer. C'est une phrase qu'on m'a beaucoup répétée à une époque où je voulais tout faire en même temps. Je voulais à la fois avoir des très bons résultats scolaires, à la fois pouvoir jouer aux jeux vidéo parce que c'était un loisir que j'avais à ce moment-là, à la fois vouloir avoir une vie sociale très développée en voyant énormément de personnes, en me couchant très tard, et en même temps avoir du temps à côté pour monter des projets. Ce n'est pas possible. Vous devez à un moment prioriser, et quand on fait un choix, on renonce. Quand j'ai fait le choix de me marier avec Charlotte, j'ai forcément renoncé à toutes les autres femmes sur Terre. Et donc quand on le prend dans ce sens-là, ça peut parfois paraître extrême, parce que je choisis une femme et je renonce aux 4 milliards de femmes sur Terre. Donc on a forcément une notion de renoncement. À partir du moment où vous choisissez vos études, vous renoncez au reste. Pourquoi est-ce que ça serait différent dans notre temps libre ? On doit forcément renoncer peut-être à un usage des réseaux sociaux qui nous prend trop de temps. Si on veut commencer à prendre du temps pour investir, pour entreprendre, pour se former, il va falloir faire baisser un vase. Donc soit vous allez sortir moins le soir, soit vous allez peut-être passer moins de temps à jouer aux jeux vidéo, à regarder Netflix, à être sur les réseaux sociaux. Mais à un moment, il faut gagner du temps. C'est peut-être ça le plus important du propos. C'est que oui, j'ai énormément de phrases en tête, mais elle n'est pas très appropriée, mais on ne fera pas d'un âne un cheval de course. Si vous voulez devenir un cheval de course, mais que vous ne vous entraînez pas pour, si vous voulez devenir mince, mais que vous n'allez pas à la salle, si vous voulez devenir le meilleur joueur d'un jeu e-sport, mais que vous n'ouvrez jamais ce jeu, vous n'allez pas avoir de résultats. C'est exactement pareil pour l'investissement. Je ne vois pas comment des personnes peuvent avoir des envies de devenir millionnaires, de posséder des biens, d'entreprendre et d'avoir la nouvelle boîte qui va révolutionner son secteur sans mettre en face le temps qui est approprié. Et encore plus quand on est étudiant, cette priorisation, elle est importante. On ne peut pas la faire sur n'importe quoi. On ne peut pas se permettre aujourd'hui, du moins c'est mon avis, de dire je vais laisser tout ce que je vais prioriser, par exemple l'entrepreneuriat, à mes cours ou à mes partiels. Je pense qu'on a suffisamment de temps dans la journée pour gagner du temps sur ce que l'on fait qui ne nous apporte pas un vrai épanouissement, un vrai bonheur. Donc par exemple les réseaux sociaux, c'est un exemple. Hein. Vous pouvez d'ailleurs, j'ai dit que je disais tu et je dis vous. Il faut que je m'habitue aussi. C'est mon premier podcast, vous allez voir, petite discrétion encore une fois. Je vais essayer de m'améliorer à l'oral, je vais essayer de m'améliorer dans la façon dont je parle pour vraiment que ça devienne de plus en plus agréable à la fois pour moi et à la fois pour vous. Mais c'est pour dire qu'on ne peut pas vouloir des résultats si on ne met pas les actions qui vont en conséquence. Et j'attire sur ce point en tant qu'étudiant parce qu'on pourrait très facilement croire, bon dans ce cas c'est pratique, je vais sécher les cours et je prends du temps pour entreprendre sur ces heures-là. Je pense que c'est une mauvaise idée. Et comme je vous disais, je pense qu'on peut suffisamment gagner de temps sur toutes ces choses que l'on fait quand on rentre le soir entre 18h et 22h. Et ces choses-là, si vraiment on les priorise, là on peut avoir des résultats tout en gardant à l'esprit que notre but premier quand on est étudiant, c'est de valider notre année. Il ne faut pas griller les étapes. Je ne pense pas que ça y est, on a une idée, il faut se dire Steve Jobs l'a fait, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, prendre des exemples, des occurrences, en faire des règles et dire j'arrête l'école, ça y est, j'ai vu 3 vidéos sur Instagram, sur TikTok de personnes qui disent que les gens les plus influents du monde ont arrêté l'école, j'arrête l'école et je me mets à fond dans mon projet. Ça serait prématuré. Je pense, on n'est pas forcément d'accord, mais moi je pense que notre premier devoir en tant qu'étudiant, c'est de réussir à valider notre année. Parce que parfois on a des études qui coûtent, parfois ce ne sont même pas nous qui les payons, c'est parfois souvent d'ailleurs les parents qui les payent, ne serait-ce que par respect pour eux et pour continuer à être dans une démarche de formation perpétuelle. Je pense qu'il est intéressant d'être assidu à ces cours, qu'il est intéressant de les suivre et de ne pas vouloir brûler des étapes. Par contre, quand effectivement vous rentrez le soir et que je vais dire que la plupart des étudiants ils vont rentrer vers 17h, 18h, 19h max, jusqu'à 22h, on va pouvoir avoir 4 ou 3 heures à minima. Si on enlève effectivement après une demi-heure pour manger, on va avoir un temps, même parfois certaines personnes se couchent beaucoup plus tard, 3, 4, 5 heures, on va pouvoir vraiment être efficace et travailler sur ce que l'on veut. Et c'est en prenant le cas de personnes qui ont des études où c'est vraiment du 8h, 18h. Mais il y a beaucoup d'études, que ce soit en fac, que ce soit ailleurs, où on va avoir plus de temps libre. Dans ces cas-là, la question c'est quand je rentre le soir, que j'ai du temps devant moi, où est-ce que je mets ma priorité ? Peut-être qu'effectivement j'ai envie d'aller me détendre un petit peu sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, peut-être que j'ai envie d'aller me faire une partie d'un jeu vidéo, peut-être que j'ai envie d'aller en soirée ce soir-là. Mais c'est à vous de mettre vos priorités et à vous dresser peut-être un emploi du temps pour vous dire, quand je rentre le soir, je sais que effectivement je vais prendre 30 minutes de décompression sur mon téléphone.
parce que j'en ai besoin. J'ai une journée compliquée, il faut que je décompresse. Peut-être qu'effectivement, 1 ou 2 soirs dans la semaine, je vais prévoir des choses avec mes amis parce que j'ai un besoin de social, comme nous tous, qui est important. Et donc, je sais que j'ai besoin de ce temps-là pour aller en soirée, pour aller passer voir un ami ou pour tout ça. Mais vous avez du temps à disposition, utilisez-le. Il est important pour ça de savoir, de réfléchir en amont, d'avoir une réflexion en amont pour savoir ce qui vous rend vraiment heureux. Parce que, je vais prendre mon cas personnel, je passe énormément de temps parfois sur Instagram. Et pourtant, ce n'est pas ça qui me rend le plus heureux. C'est-à-dire que si aujourd'hui je regarde ma vie rétrospectivement, que je fais une analyse et que je dis quels sont les moments où j'étais le plus heureux dans ma vie, ce n'étaient pas les moments où j'étais sur Instagram dans mon lit. Pourtant, j'y passe énormément de temps. C'est comme pour YouTube. J'adore regarder des vidéos. Il y a des contenus tellement intéressants tout le temps qui arrivent tous les jours. Je trouve ça génial. YouTube, c'est vraiment un outil formidable. Et pourtant, rétrospectivement, les moments où je suis le plus heureux, ce n'est pas les moments où je regarde les vidéos de mon YouTubeur préféré sur YouTube. Je sais que je suis vraiment heureux quand j'entreprends, quand je mène des projets, quand j'arrive à les amener au bout, et notamment dans tout le processus qui fait que je vais réussir à l'amener au bout, quand on va réfléchir entre amis sur comment on peut améliorer telle ou telle chose, quand on va... vous voyez, c'est ça les moments qui me rendent heureux. Évidemment, il y a aussi tous les moments sociaux que je vais passer avec ma famille, avec ma fille, avec mon épouse, avec mes amis. Tout ça, ça m'apporte énormément de bonheur. Je sais également qu'il y a quelque chose qui contribue à mon bonheur, c'est le fait justement de contribuer, de pouvoir aider les personnes en proposant des choses, en créant de mes mains. J'ai une créativité qui fait que j'apprécie le fait de créer, le processus de créer, et je suis d'ailleurs très content d'avoir un travail qui me permet de créer. Aujourd'hui, le travail du designer que je réalise en alternance est un travail où je vais pouvoir être très libre sur ce que j'effectue. Je vais pouvoir choisir moi-même certains styles, certains moyens de faire, je vais organiser mes journées, et c'est pour moi une composante essentielle de mon métier. Je ne me permettrai jamais de prendre un métier qui briderait ma créativité, parce que je sais que je serai malheureux. Donc vous comprenez bien qu'à partir de là, peut-être qu'effectivement on passe beaucoup de temps à faire des choses dans notre journée, mais peut-être que ce n'est pas ça qui nous rend réellement heureux. Donc à vous de réfléchir, d'avoir ce phénomène conscient, réflexif sur vous-même pour savoir ce qui vous plaît. Et une fois que vous avez trouvé ce qui vous plaît, peut-être vous voyez que vous aussi, vous avez vraiment cette adrénaline, vous avez cette dopamine qui coule dans vos veines quand vous entreprenez, quand vous créez des projets, quand vous voyez la fierté dans les yeux de vos proches qui vous disent « ce que tu as fait là, c'est beau, ça aide des gens au quotidien ». Ou d'ailleurs, ce n'est pas forcément quelque chose pour aider les gens, mais en tout cas, ça apporte une solution. Et nous, on utilise ce que tu fais, c'est génial. Ça peut être moteur. Et dans ces cas-là, oui, il va falloir faire une croix sur certaines choses. C'est obligatoire, encore une fois. Peut-être que je me répète, mais il faut bien comprendre, c'est obligatoire. Et ne pensez pas que quand on est étudiant, c'est compliqué. Non, quand on est étudiant, on a souvent beaucoup plus de temps. Je reprenais l'exemple, il y a énormément d'écoles où on va avoir du temps, des périodes de creux, des périodes où on va peut-être quitter un peu plus tôt. Je fais juste une parenthèse ici. Effectivement, pour tous ceux qui sont en prépa, qui sont dans des écoles très compliquées, à des moments, des périodes de partiel, il faut aussi savoir remettre la priorité. Quand vous avez 2 semaines de révision avant un très gros examen, avant une semaine de partiel entière, ce n'est pas le bon moment pour me dire j'ai 2 semaines, trop cool, je vais aller faire des visites immobilières et je vais aller démarcher des prospects. Non, attention. C'est important, comme je l'ai dit, de mettre toujours, à mon avis, son devoir d'étudiant en premier lieu. Vous aurez le temps plus tard. Préparez votre futur dès maintenant, mais sans griller les étapes. C'est important. Et donc, au niveau de cette gestion du temps, je pense que je vais conclure là-dessus. C'est vraiment une question de priorité. Et moi, le fait d'avoir eu un enfant très jeune, dans mon année de Master 1, à 20 ans, j'ai eu mon enfant. Voilà, je suis de fin d'année, j'ai eu mon enfant, j'avais 20 ans. Ça peut sembler bizarre pour énormément de personnes. Ça l'a peut-être été un petit peu au début, mais je me suis très vite adapté. Et très vite, j'ai dû remettre mes priorités. Parce qu'un enfant, quand on a besoin, il faut s'occuper de lui 24 heures sur 24. Alors maintenant, nous l'emmenons chez la nounou. Donc nous n'avons plus besoin de la voir toute la journée et on a peut-être un peu plus de temps. Mais quand elle revient le soir, quand je vais la chercher, que je l'ai de 18h jusqu'à 20h, 20h30 jusqu'au moment où on la couche, je ne vais pas la poser par terre et commencer à me dire je vais dans une autre pièce, fais ta life et moi je vais m'occuper d'entreprendre. Vous comprenez bien qu'on est obligé donc de prioriser. Et à ce moment-là, la priorité, c'est de s'occuper de son enfant, ce qui m'apporte d'ailleurs également énormément de bonheur et me permet de décompresser. Et donc je ne vais peut-être plus décompresser de la même manière qu'avant. C'est aussi un moyen de décompresser, de s'occuper avec ses enfants. Et ensuite, une fois qu'elle est couchée, que l'on va manger, souvent il est 21h. Là, je vous donne à peu près la journée type. Et à partir de 21h, j'ai alors le choix, j'ai déjà perdu, vous voyez, 3 heures.
par rapport à quelqu'un qui quittera à 18h. J'ai déjà perdu 3 heures, entre guillemets perdu. Vous avez bien compris que ce n'est pas une perte, mais j'ai 3 heures de moins pour créer mes projets, pour faire ce qui me rend heureux. À partir de là, est-ce que vous pensez que je vais donc choisir d'aller continuer de scroller sur Instagram ou d'aller regarder des vidéos YouTube à gogo? Certains soirs, oui, mais la plupart des soirs, je vais me dire, sachant que j'ai déjà perdu ces 3 heures-là et que moi, ça me tient à cœur, je sais que c'est pour mon bonheur, que je le fais, que c'est important pour moi de créer et de contribuer, je vais donc prioriser et me dire, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'en as pas envie, mais pourtant, c'est important. Donc, remonte tes manches et remets-toi au boulot parce que ce qui t'anime, c'est de créer. Donc, vous voyez bien que si des gens comme moi sont capables d'organiser leur temps alors qu'ils en ont beaucoup moins, vous vous rendez compte que vous aussi, vous pouvez apprendre à gérer votre temps et à prioriser ce qui est important. Faites cette priorisation, je vous encourage vraiment en tout cas à faire cette démarche pour vous dire qu'est-ce qui compte pour moi et comment je peux peut-être réorganiser mon emploi du temps pour utiliser ces 24 heures que j'ai à disposition. On a tous 24 heures et c'est à moi de choisir ce que je veux mettre dedans, ce qui me rend heureux, sans oublier le social, sans oublier évidemment vos études. Je m'adresse principalement aux étudiants, vous l'avez compris sur ce podcast-là, pour pouvoir créer, pour pouvoir me retrousser les manches et passer à l'action. Je pense que c'est un bon moyen d'embrayer sur le passage à l'action, parce que c'est aussi quelque chose que j'entends souvent autour de moi, c'est que c'est dur de passer à l'action. Là, c'est toutes les envies, là, vous m'écoutez, vous avez envie de passer à l'action, vous avez peut-être lu des livres de développement personnel, et pourtant, à chaque fois, c'est compliqué de passer à l'action parce qu'il y a du stress, parce qu'il y a des grandes questions, et en fait, on n'arrive pas à répondre à ces questions. On a, je pense que je le dis, et autour de moi, c'est des choses que je vois, et donc, je pense vraiment que nous sommes dans une société où on va trop réfléchir et on ne va pas assez agir. C'est quelque chose qui est mondialement connu et pourtant on continue et peut-être encore plus justement j'aurais tendance à dire peut-être même que c'est corrélé au QI moyen, on va dire. Mais j'ai l'impression que plus les gens vont être dans des grandes écoles, dans des grandes formations qui vont avoir un background avec une grande éducation, ils vont avoir encore plus de mal de passer à l'action parce qu'ils vont tout le temps être en réflexion, à la fois sur eux-mêmes, à la fois sur le monde qui les entoure. Et la réflexion, c'est génial, mais ça n'avance pas. Et comme le dit un proverbe, un con qui bouge ira toujours plus loin que 10 mecs intelligents qui réfléchissent assis le cul dans une chaise. Bon, voilà, je suis peut-être très nul pour raconter des métaphores, vous avez compris l'idée. Imaginez bien les 10 personnes les plus intelligentes de ce pays qui sont toutes le cul sur une chaise, autour d'une table en train de réfléchir sur comment ils peuvent faire pour créer une entreprise et à côté il y a la personne la plus teubée que vous pouvez connaître, le plus con du monde, mais qui lui est en train de se retrousser les manches et d'avancer. Et en fin de compte, au bout de 2 ans, les personnes qui ont trouvé la méga solution géniale qui va disrupter le marché autour de leur table ronde où ils sont restés assis pendant 2 ans, et l'autre en attendant, il a conquis toutes les parts de marché, il a avancé, il a créé de ses mains. Donc l'action, elle est primordiale. Et au bout d'un moment, il faut arrêter d'être toujours en réflexion. La réflexion, elle se passe en amont, comme je vous l'ai expliqué. C'est-à-dire, je réfléchis sur ce qui me rend heureux, je réfléchis sur ce que je veux vraiment. Je réfléchis si ce projet que j'ai là actuellement pour entreprendre, pour investir, il me convient, il convient à mes valeurs, il convient à mes objectifs. Mais une fois qu'on a fait cette réflexion, on y va. On arrête de perdre du temps tout le temps à se donner des excuses, à effectuer tous les scénarios dans leur tête. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça, qui vont tout de suite, dès qu'ils voient une situation, voir tous les scénarios possibles, toutes les fins possibles, un peu comme dans Avenger où on dit voilà, il y a 36 millions de possibilités, je sais pas quoi et tout. Ça, il faut arrêter, parce que les 36 millions de possibilités, du moment que tu n'as pas fait un seul pas, elles n'arriveront pas. Donc, marche, mets-toi en action, mets-toi en mouvement. C'est extrêmement important, il faut arrêter de réfléchir. Et je dis ça, ça marche pour l'entrepreneuriat, ça marche pour l'investissement, mais ça marche également pour les relations. Aujourd'hui, j'ai trop de personnes autour de moi, dès qu'ils vont arriver dans une relation, ils vont se poser des questions, se poser. Mais est-ce que si, est-ce que ça, oh là là, mais je sais pas, mais peut-être que dans 3 ans, si jamais elle va à Lyon et que moi je vais à Paris, mais comment ça va se passer et en fait, mais dans 10 ans, si jamais on fait ça. Stop, tu vis au jour le jour. Évidemment qu'il faut avoir une réflexion. Avant de te mettre avec la personne, tu vas réfléchir sur est-ce que mon objectif de vie, mes plans de vie, ils correspondent au plan de vie, aux valeurs de la personne. Si effectivement une personne ne veut pas d'enfant, absolument pas parce qu'elle tient à sa liberté et l'autre se voit heureux dans une vie de famille, ça ne peut pas marcher. Mais à partir du moment où on a remarqué, en réfléchissant avant de se mettre ensemble, qu'effectivement nous avons les mêmes valeurs, qu'effectivement nous avons les mêmes objectifs de vie, qu'effectivement nous avons un tas de choses en commun qui fait que ça peut marcher. Eh bien on y va, et on arrête de surréfléchir, de surintellectualiser, d'avoir un rôle méta, d'avoir un rôle hors de la relation. Comme si au lieu d'être face à la personne que tu aimes, tu étais au-dessus à regarder la scène et à la commenter en direct.
Ça ne peut pas marcher. C'était une petite parenthèse que je fais autour des relations parce que c'est également un sujet qui me tient à cœur. C'est qu'aujourd'hui, les gens se mettent en couple sans savoir pourquoi. Ils vont s'attacher, ils vont se faire énormément de mal. Et ils ne comprennent pas parce qu'ils disent mais pourtant je suis sincère. Et je veux aussi que vous compreniez la différence entre la sincérité et la vérité. On peut se tromper sincèrement. On peut être sincère, se dire je ne comprends pas, j'étais avec cette personne, je l'aimais, et pourtant on s'est fait souffrir, on s'est fait du mal. Pourquoi? Aussi parce qu'il y a une question de peut-être que sincèrement, tu t'es trompé, effectivement. Et tu n'as pas regardé en face, en vérité, et non pas en sincérité, en vérité, tu n'as pas regardé tes valeurs et tu n'as pas regardé si elles étaient alignées avec la personne avant de te mettre avec elle. Et c'est vraiment un point, à mon avis, primordial de pouvoir aujourd'hui regarder, comme je vous disais, à la fois dans nos relations amoureuses, dans nos relations sociales, mais également dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat, de pouvoir aligner sur un plan nos valeurs avec les valeurs de la personne ou avec les valeurs de ce que l'on veut faire. Aujourd'hui, j'ai pour ma part des valeurs qui sont par exemple très fortes sur des notions d'honnêteté, de transparence. Je ne vais pas commencer à aller investir dans un projet qui serait une arnaque ou un système de Ponzi dans le but de biaiser le plus possible les personnes qui m'entourent. Ce n'est pas en accord avec mes valeurs. De la même manière que je vais avoir des valeurs, vous l'avez vu, donc j'ai un enfant, je tiens à fonder une famille, je n'aurais jamais pu me mettre avec quelqu'un qui n'a absolument pas d'envie d'enfant et qui me dirait, moi ce qui me plaît, c'est de faire le tour du monde, c'est d'être toujours mobile pendant 10, 15, 20 ans. Parce que ça ne correspond pas à mes valeurs profondes. Donc toute cette réflexion-là, vous l'avez compris, il faut l'avoir en amont. On ne réfléchit pas là-dessus une fois qu'on est en couple, on ne réfléchit pas là-dessus une fois qu'on a commencé à mettre des dizaines de milliers d'argent sur un projet. Il faut y réfléchir. Bien évidemment que si vous n'avez pas eu cette réflexion-là, il est important de l'avoir en conscience. Mais je prends le cas vraiment utopique où on a eu cette réflexion en amont, et ensuite on passe à l'action. Et là, par contre, il va falloir passer à l'action et effectuer les choses. Il va falloir être un bourrin, il va falloir être un tank, il va falloir y aller. Parce que vous avez déjà fait cette démarche, vous savez que ce que vous faites est bon pour vous. Vous savez que ce que vous faites est aligné avec vos valeurs. Donc on y va, on se retrousse les manches et on va au travail. Surtout que, vous allez voir, c'est un système, ce que j'ai appelé l'action la plus petite proche de toi. Énormément de gens utilisent aussi cette technique, j'ai envie de dire, même si c'est pas vraiment une technique, c'est de dire aujourd'hui, je prends l'action la plus petite que je peux, je fais l'action la plus petite que je peux faire pour arriver à mon objectif. Et vous allez voir, cette méthode, elle va résoudre 100% des questions que vous vous posez. Et ces questions-là qui n'ont pas lieu d'être. Vraiment, je vous le dis, cette méthode, c'est de dire, aujourd'hui, si j'ai une question, je regarde, est-ce que je peux y répondre aujourd'hui? Si je ne peux pas y répondre aujourd'hui parce que je n'ai pas suffisamment d'éléments, je n'y réponds pas. Point. Ça s'arrête là. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à faire et je me dis j'ai peur de faire ça, je n'ose pas. Est-ce que je peux avancer aujourd'hui, faire une action la plus petite possible pour avancer vers cet objectif? Si je ne peux pas la faire, je ne fais rien et j'arrête d'y penser. C'est tout. Ça ne sert à rien d'y penser si je ne peux rien faire pour faire évoluer cette situation. Et si je peux faire quelque chose, je le fais, je me retrousse les manches et je vais au travail. Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous êtes investisseur immobilier, vous avez très peur, par exemple, vous avez visité un bien, vous avez très peur de tout ce qui peut se passer. Vous dites, mais comment ça va se passer la banque, comment ça va se passer la location, si jamais je ne trouve pas de locataire, et tout ça, et tout ça. Et c'est des peurs qui sont légitimes dans un parcours d'investisseur. Mais aujourd'hui, vous vous dites, quelle est l'action la plus petite que je peux faire? J'ai visité cette maison. Eh bien, la première action à dire, c'est peut-être, je suis intéressé, je vais faire une offre. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai tous les éléments pour faire une offre? Soit oui, parce qu'effectivement, j'ai tous les éléments, j'ai toutes les clés en main. Donc, dans ce cas, je vais ouvrir mes mails ou je vais ouvrir Word, je vais taper mon offre, je vais l'exporter en PDF et lui envoyer. Point. Soit je n'ai pas tous les éléments parce qu'il me manque, par exemple, un diagnostic que le vendeur doit me retourner. Et dans ce cas, ça s'arrête là. J'oublie cette histoire. Eh bien, je répondrai à ces questions-là lorsque j'aurai le retour, lorsque j'aurai le DPE qui arrivera. Vous voyez? C'est la même chose, par exemple, j'ai peur d'aller à la banque pour faire ma demande de prêt. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux aller à la banque tout de suite? Non, car il faut prendre rendez-vous. Est-ce que j'ai pris rendez-vous? Non. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, je peux prendre rendez-vous? Soit oui, parce qu'on est en semaine, soit non, parce qu'on est dimanche. Bon, si je peux prendre rendez-vous, hop, j'ouvre mon ordinateur, je prends rendez-vous, point. J'agis. Et seule l'action cure la peur. C'est vraiment important de le comprendre. Si je peux faire cette plus petite action, chaque plus petite action que je peux faire va me rapprocher de mon objectif. Si je ne peux pas faire cette action-là, j'oublie. Et vous allez voir, ça va réduire votre stress. Moi, je suis quelqu'un de pas stressé. Les gens qui m'entourent le savent. Je suis très rarement stressé. À part pour certaines choses assez spécifiques. Mais la plupart du temps, je ne suis pas stressé. Avant de passer un oral, je ne suis pas stressé. Avant d'aller à un examen, je ne suis pas stressé. Pourquoi? Parce que je mets les actions et je fais les actions les plus petites. Et si je ne peux pas faire d'action, que je suis juste dans l'attente, dans ce cas, j'oublie. J'oublie. Ça ne sert à rien d'encombrer mon esprit avec des choses sur lesquelles je ne peux rien faire. Sur lesquelles je n'ai pas
d'emprise, si vous voulez. Je pourrais vous donner des tas et des tas d'exemples, mais ça peut même être sur des questions beaucoup plus globales. Et, je discutais avec un ami encore récemment qui me disait, voilà, je ne sais pas s'il faut que je fasse une coloc l'année prochaine. C'est compliqué, il y a plein de facteurs en jeu, j'aimerais bien la faire, mais de l'autre côté, je vais peut-être, je ne sais pas si je vais changer de ville, je ne sais pas si c'est bien pour moi, s'il faut mieux que je sois tout seul ou en coloc. Je lui dis, ok, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux prendre en âme et conscience la décision? Est-ce que tu peux envoyer un message à ton ami pour dire on se fait une coloc ensemble? Est-ce que oui ou non, tu peux faire cette action-là aujourd'hui? Il me répond non, je ne peux pas parce que j'attends encore un retour de l'entreprise pour être sûr de je ne sais pas quoi et tout ça. Eh bien, si dans ce cas, tu ne peux pas prendre cette décision aujourd'hui, ça ne sert à rien de t'encombrer le cerveau avec, puisque tu peux très bien faire tout un plan et finalement avoir un retour de l'entreprise qui fait que tu ne peux pas faire de coloc. Donc à partir de là, pourquoi est-ce que tu te prends la tête? Mais je dis ça, mais comprenez bien que je suis le premier à faire exactement la même chose. Où on va en fait se faire des plans sur des semaines, sur des mois, sur des années parfois, à se dire mais si jamais ils disent ça et que moi je réponds ça et qu'il se passe ça et que là à ce moment-là il se passe ça, que comment je vais faire? Mais sauf que ce n'est même pas encore arrivé. Tu n'es même pas au moment où on te demande de prendre une décision. Pourquoi est-ce que tu encombres ton esprit? Tu brides ta créativité parce que toutes ces choses-là qui encombrent notre esprit, tout ce qu'on appelle la charge mentale, ça va brider notre créativité, ça va nous stresser, ça va nous empêcher de prendre des décisions rationnelles. Pourquoi est-ce que tu encombres ton esprit avec toutes ces choses-là? Laisse tout ça passer. Ceux qui disent je ne sais pas ce que je vais faire l'année prochaine, par exemple. Est-ce que, dans ce cas, je te pose une question, car aujourd'hui, un tas d'étudiants ne savent pas ce qu'ils veulent faire l'année prochaine. Voilà, je finis un UT ou je finis une licence, est-ce que je fais un master, est-ce que je me réoriente, est-ce que je continue, est-ce que je fais un doctorat, est-ce que je vais en entreprise, etc., etc. Simple question pour vous maintenant. Écoutez bien, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de prendre cette décision? Si c'est non, pourquoi est-ce que vous le laissez dans votre tête? Si c'est oui, si vous me dites j'ai tous les clés en main, aujourd'hui, par exemple, j'hésite entre continuer en doctorat en entreprise, mais je connais exactement le monde des laboratoires, je connais exactement le monde de l'entreprise, j'ai déjà une entreprise qui m'a proposé une offre et un laboratoire chez qui je pourrais faire mon doctorat, je sais exactement ce que je veux faire. Dans ce cas, ta décision, tu as toutes les cartes en main, tu vas prendre un grand tableau, tu vas faire une colonne, un argument pour, un argument contre, tu vas dresser toutes tes lignes et tu vas prendre ta décision. Mais si tu me dis, je n'ai pas toutes les décisions, eh bien dans ce cas, pourquoi tu te stresses avec ça? Soit tu me dis, par exemple, il faut que j'attende mes résultats pour savoir ce que je vais faire, eh bien attends tes résultats. Pourquoi tu te prends la tête maintenant avec un choix alors que si ça se trouve, au vu de tes résultats, tu ne pourras pas ou alors tu pourras faire autre chose? Ou si tu dis je ne suis pas assez formé, par exemple j'hésite entre deux entreprises qui m'ont proposé un poste, mais je ne les connais pas donc je ne peux pas prendre ce choix maintenant, eh bien va te renseigner, va regarder des vidéos, va regarder leur page LinkedIn, va regarder ce qu'ils proposent, va contacter des personnes qui travaillent chez chacune des deux entreprises pour savoir laquelle tu veux choisir. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends ce principe de dire si je n'ai pas toutes les clés en main, ça ne sert à rien. Et si j'ai les clés en main, je passe à l'action, je fais la plus petite action. Je ne sais pas encore ce que je veux faire l'année prochaine. Quelle est la plus petite action que je peux faire? C'est me former, aller taper, aller parler à des gens, me déplacer dans des forums. Et si tu ne peux pas faire cette action-là aujourd'hui, regarde si tu pourras la faire demain. Parce que peut-être que là, aujourd'hui, tout est fermé parce qu'on est dimanche et parce qu'on fonctionne dans une société où le dimanche, il n'y a rien qui marche. Mais dès lundi, tu vas envoyer un mail, tu vas prendre rendez-vous avec des gens, tu vas peut-être aller prendre rendez-vous avec les personnes dans ta fac ou dans ton école qui sont passées par là pour pouvoir aller leur parler, pour pouvoir prendre une décision en âme et conscience. C'est ça, faire la plus petite action. Ce n'est pas penser à se dire, mais si jamais dans 10 ans, je suis dans cette entreprise et qu'il se passe ça. Non, c'est dire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avancer vers mes objectifs. Et ça nécessite bien évidemment de connaître ces objectifs. Mais vous doutez bien que si mon objectif aujourd'hui, ou si mon objectif dans 5 ans, c'est de dire je veux être multimillionnaire et avoir une entreprise de 300 employés, eh bien quelle est l'action que je peux faire demain, ou aujourd'hui même, tout de suite? Quelle est l'action que je peux faire? Eh bien peut-être que je n'ai pas toutes les formations. Donc la première chose à faire, c'est de me former. Et la deuxième chose à faire, c'est d'étudier le marché. Et la troisième chose à faire, c'est de contacter des associés pour essayer de monter. Puis ensuite, on va essayer de créer un premier produit, un MVP qui va marcher. Et puis ensuite, on va se redemander quelle est la plus petite action qu'on peut faire maintenant qu'on a un produit qui marche. Bah, peut-être qu'on va mettre en place une monétisation, qu'on va créer une page LinkedIn, une page Facebook pour communiquer. Et puis on va continuer. Et chacune de ces petites actions est une petite brique vers l'objectif que je veux atteindre dans 5 ans, qui est d'avoir une société qui vaut plusieurs millions, par exemple. Ouais, c'est à peu près ce que je voulais dire. J'espère vraiment que tu as compris l'idée. De dire que la seule chose aujourd'hui qui te bloque, c'est que tu te prends la tête avec des questions qui n'ont pas lieu d'être. Et qu'aujourd'hui, la question, c'est quelle est la plus petite action que je peux faire?
Si cette plus petite action-là, c'est même une action que tu n'as pas envie de faire, c'est signer un document, c'est t'embêter avec de la lecture de documents, avec des tâches administratives pas possibles, fais-les. Fais-les parce que tu ne fais pas la tâche seulement parce que c'est une tâche. Tu la fais parce qu'elle te guide vers un objectif et tu sais que cet objectif te rendra heureux. Et d'ailleurs, c'est même le processus qui te rendra heureux et pas tellement l'objectif. Je pense que je vais finir avec une petite histoire. C'est un homme, un bourgeois, on est dans les années 1200, 1300, donc au Moyen-Âge, et qui se balade et qui arrive sur un chantier. Donc ils sont en train de construire Notre-Dame de Paris. Et à cette époque-là, il y avait plein de tailleurs de pierre qui sont en train de travailler sur ce chantier-là. Et donc ce bourgeois, il va avancer justement sur ce chemin et il va voir un premier tailleur de pierre. Il va lui dire qu'est-ce que tu fais? Et ce tailleur de pierre-là va lui répondre je suis en train de tailler une pierre. Le bourgeois va continuer son chemin, va arriver sur un deuxième tailleur de pierre et il va répéter cette question qu'est-ce que tu fais? Le tailleur de pierre lui répond je suis en train de gagner 10 écus de l'heure. Le bourgeois continue son chemin et arrive envers un troisième tailleur de pierre. Et il va lui demander la même question, qu'est-ce que tu fais? Le troisième tailleur de pierre lui répond alors, je suis en train de construire une cathédrale. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter, j'espère que ce premier podcast vous aura plu. Rappelez-vous cette petite histoire, rappelez-la vous tout au long de la journée, pour vous rappeler que quand vous êtes en train d'étudier, quand vous êtes en train de faire des tâches administratives, de vous former et que ça vous énerve, que ça vous saoule, que vous avez envie d'abandonner. Rappelez-vous ces différents niveaux de conscience que l'on peut avoir sur ce que l'on est en train de faire. Certains vous répondront je suis en train de réviser pour mon partiel. D'autres vous diront je suis en train de préparer mon avenir. Et d'autres vous diront je suis en train de faire la plus petite action possible pour atteindre mon objectif qui est d'être heureux. Je vous souhaite une très bonne journée et n'hésitez vraiment pas, si ça vous a plu, à me donner du soutien en commentaire, à me donner du soutien en aimant la vidéo, en la partageant, en aimant le podcast, en vous abonnant au podcast pour ceux qui écoutent sur Spotify ou sur Deezer. C'est une aide énorme que vous pouvez me faire. J'espère vraiment en tout cas que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine fois.